Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire, podcast associé au Rubicon réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à tous. Et aujourd'hui, c'est une émission d'actualité si l'on peut dire, puisque nous sommes au lendemain des 80 ans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe du 8 mai 1945. Et donc, on va Qui n'est pas une armistice, disons-le tout de suite, ce qui est une capitulation. Oui, c'est un peu l'erreur commune, mais chaque année d'ailleurs on s'amuse à repérer quel stagiaire de quelle chaîne d'info a fait la confusion sur l'image. Mais là, on va parler effectivement de ce moment, mais en réalité on va le déborder un tout petit peu parce que certains le savent, dans l'ouest de la France, mais il y a des endroits où la guerre s'est arrêtée le 9, le 10, le 11 mai, parce qu'il y a des endroits où il y avait encore des Allemands. Le territoire n'était pas entièrement libéré. Pour en parler, on a le plaisir d'être avec Stéphane Simonet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en histoire, ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen, auteur de Forteresses allemandes dans la France libérée, un ouvrage richement illustré avec des photographies de l'ECPAD, l'établissement de communication de production audiovisuelle de défense, qui est un petit peu le service d'image, d'iconographie des armées, avec notamment le site Image Défense qu'on peut recommander, où on peut trouver beaucoup de ces images. Et ce livre donc revient sur l'histoire, sur le quotidien de ces poches allemandes, de ces forteresses allemandes qui se sont maintenues longtemps, jusqu'à, voire après, on l'a dit, la capitulation allemande, Lorient, Saint-Nazaire, Royan, La Rochelle et d'autres. Alors, cet ouvrage que vous publiez, il fait écho à un précédent livre que vous aviez publié il y a une dizaine d'années. Là, on imagine bien qu'il y a l'actualité évidemment du 80e anniversaire. Qu'est-ce qui vous a amené à reprendre ce dossier sous l'angle cette fois illustré ? Et ben voilà, vous l'avez dit, il y avait l'actualité du 80e anniversaire, donc 10 ans plus tard, j'ai repensé à ces poches de l'Atlantique et j'ai vu qu'on n'en savait pas plus qu'il y a 10 ans, et donc j'ai décidé de l'aborder d'une manière différente, c'est-à-dire en proposant une collaboration avec justement le CPAD qui, pour l'avoir souvent fréquenté, dispose de fonds d'archives photos magnifiques et très peu exploités. Et le pari était de partir d'un fonds d'archives icono, donc iconographique, qui avait été produit par les cinéastes et les photographes de l'époque, de 1944 et 1945, pour puiser dans ce fonds d'archives et en tirer des photos qui pourraient raconter d'une autre manière cette histoire des poches de l'Atlantique. Donc c'est l'inverse du livre d'il y a 10 ans. Je suis parti du fonds icono pour raconter d'une manière un peu différente cette histoire encore méconnue des poches de l'Atlantique et de la mer du Nord, Dunkerque, bien évidemment. Et donc voilà, la collaboration et la coédition s'est faite entre mon éditeur, Guillaume Allary, le CPAD, et donc mes textes et mes photos. Donc voilà un peu l'histoire du projet. Avec, on peut dire, il y a deux sources un peu disparates et en même temps complémentaires qui sont d'une part les Allemands, la propagande allemande, et d'autre part les photographes des armées, de la libération des armées françaises, avec deux codes, deux identités visuelles qui sont assez distinctes quand même, mais qui, dans le fond, permettent de donner une sorte de tableau de ce que ça a pu être, quoi. Voilà, donc on a très vite compris qu'à l'ECPAD, il y avait les images françaises et puis les images récupérées par les Français en 1945, les images produites par les compagnies de propagande allemandes, et puis quelques fonds privés amateurs également, des fonds privés qui ont pu alimenter le livre. Et donc, effectivement, on a deux points de vue. On a le point de vue des Français, qui les photographes, en fait, ils photographient depuis l'été 44 jusqu'à mai 45, mais du côté allemand, on a un point de vue qui est un peu tronqué parce que les dernières photos produites par les Allemands datent de décembre 44. On n'a pas du tout d'images produites par les services allemands entre janvier 45 et mai 45. Finalement, il y a un moment où c'était le moment de ranger les appareils et de sortir autre chose. Il y avait ça, et puis il y avait aussi cette réalité que plus aucune photo ne pouvait sortir des poches de l'Atlantique pour être développée à Berlin ou être transmise à Berlin, justement dans les fameuses revues dans lesquelles elles étaient publiées. Et donc il y a tout ou alors peut-être que le fond a été perdu également, donc il y a pas, voilà, il manque un bout en fait du côté allemand. Et donc tout s'arrête en décembre 44. Et donc on a une fois qu'on a cette contrainte-là, il a fallu construire le livre avec ces fonds d'images. Et c'était compliqué parce que ces images, elles ont été produites, elles racontent certains thèmes des poches de l'Atlantique et pas tout finalement. Et surtout du côté allemand, on a vraiment quelque chose de très, très ciblé sur la propagande, les forteresses, le béton, les sous-marins qui rentrent, qui sortent. Voilà. Il y a un certain goût pour l'image de béton, voilà, avec du grillage et de béton qu'on coule au milieu du grillage pour dire voilà, vous allez voir les bunkers, c'est solide. C'est ça, parce qu'il faut encore prouver au monde entier que le mur de l'Atlantique, même s'il a cédé le 6 juin 44 sous l'assaut des Alliés, il faut prouver qu'il tient encore, il a encore un rôle à jouer, notamment autour des grandes bases sous-marines qui empêchent les Alliés d'arriver dans ces ports de Saint-Nazaire, de Lorient, etc.
Donc c'est un livre d'images pour tous les amateurs de BTP et d'histoire du BTP, dont je suis, c'est très très joli et très très beau. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a ce style allemand effectivement monumental hiérarchique, et à côté on a les photos des Français qui sont souvent des photos de FFI où on voit les gars en sabots, qui ont des uniformes disparates, on sent que c'est une armée dans un pays quand même exsangue et en train de se réorganiser mais un peu rapiécé avec les moyens du bord, et donc du coup c'est aussi deux identités militaires radicalement opposées. D'un côté on a une armée allemande très professionnelle, très regroupée derrière ses bunkers et dans les bases sous-marines, donc une armée qui tient les positions depuis 1940, et puis d'un autre côté on a une armée issue de la clandestinité, des FFI, des forces françaises de l'intérieur, qui sort du bois et qui montent assiéger ces forteresses et qui sont effectivement équipés de briquets de broc, effectivement une armée en sabots, donc on le voit dans certaines photos, ils ont des sabots dans les marais, dans les marais de Poitevin ou dans les marais autour de Oléron. Et l'idée c'est de montrer aussi que ce sont ces Français qui se sont battus avec rien, mais ils continuent à se battre, c'est le prolongement d'un combat clandestin qui se fait maintenant face à une armée régulière allemande. Donc c'est ça qui est important dans les images produites par les photographes français également. Alors maintenant, pour entrer un peu dans la substance, et pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de cette histoire, il faut préciser ce que c'était. Donc on connaît le mur de l'Atlantique, le concept. Ensuite, il y a la réalité du débarquement, mais il y a une intention hitlérienne, il y a une stratégie hitlérienne qui est de justement pas faire qu'un mur, de faire aussi des redoutes, c'est-à-dire de faire aussi des points forts, vraiment des forteresses, comme le dit le titre. Fechtungen. Des Fechtungen, qui marqueraient, qui pourraient tenir même après un débarquement réussi, ce qui est exactement ce qui va se passer. Alors voilà, peut-être replacez-nous, disons, la rationalité de ces forteresses dans le dispositif défensif allemand. Alors effectivement, la jeunesse du mur de l'Atlantique, elle remonte à 1941, donc avant même le raid de Dieppe en 1942, qu'on cite tout le temps comme le moment clé où effectivement Hitler comprend qu'on peut débarquer à l'ouest. Tout est déjà engagé. Le raid de Dieppe n'étant pas l'épisode le plus glorieux de la grande stratégie anglo-américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc effectivement, ça a été un massacre pour les Canadiens. Et donc à partir de 1941, Hitler décide de fortifier toutes les côtes atlantiques et de la mer du Nord, en gros de la Norvège au Pays Basque espagnol, et donc il va construire une ligne de défense, effectivement, et avec des points d'articulation très, très fortifiés qui sont donc des bases pour accueillir des sous-marins. Parce que aussi la grande idée, c'est de combattre aussi sur l'Atlantique, et donc les grandes bases sous-marins sont construites à partir de 1941 pour s'achever en 1943-1944, et donc il va notamment les développer sur la façade atlantique des côtes françaises. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quasiment les 5 plus grandes en France, donc Saint-Nazaire, Lorient, La Pallice à La Rochelle, il y en a eu aussi à Dunkerque, Bordeaux bien évidemment. Et donc voilà un petit peu comment ces forteresses, ces grands blocos, qui sont des bases énormes, qui font 300 mètres de long, pour celle de Lorient, elle est sur 30 hectares, donc la base de Quai-Roman, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, on a ces forteresses qui balisent effectivement ces 5000 km de côte et qui sont le point d'ancrage de ce mur de l'Atlantique, qui est censé repousser pendant toute la guerre tous les assauts alliés. Sauf qu'il y a eu le 6 juin 1944. Et du coup, en vous lisant, on comprend bien l'idée qu'il faut tenir jusqu'au bout du côté hitlérien. C'est partie des obsessions hitlériennes, ne pas céder, tenir, etc. Mais à un moment, on se dit que ça devient contre-productif de maintenir des milliers, voire dizaines de milliers d'hommes dans des garnisons sur la côte atlantique française à pas faire grand-chose, alors qu'on aurait besoin de tous les hommes disponibles pour défendre un Reich qui se contracte inexorablement à l'ouest et à l'est sous les poussées alliées. Alors effectivement, les stratégies des forteresses, elles se mettent en place en janvier 1944, donc avec des directives où Hitler demande à ses chefs de forteresse de consolider. Elles sont répercutées après durant l'été 1944 jusqu'en septembre. Et après la chute de tous les ports de la mer du Nord, Boulogne, Calais, Hitler continue d'asséner ses ordres de maintenir et de consolider ses forteresses si jamais effectivement les Alliés avaient encore une certaine volonté de prendre ces forteresses sur la côte atlantique. Effectivement, donc ça c'est la théorie jusque-boutiste d'Hitler, effectivement, et vous avez raison de le dire, ces hommes auraient pu être employés plus sur le front de l'Est, plus vers les Vosges, pour combattre contre les armées françaises. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que ces troupes qui sont enfermées dans ces forteresses, ce ne sont pas des troupes de grande valeur. Ce sont souvent des troupes qui se sont regroupées au moment du mois d'août 1944, après le débarquement de Provence notamment, qui sont regroupées pour se réfugier dans ces forteresses. Donc on a un peu de tout, essentiellement des troupes de la marine, donc c'est pas les plus combatives du côté dans l'organigramme allemand. Donc il y a quelques troupes de la Wehrmacht, de l'armée de terre, mais c'est souvent il y a de l'aviation, il y a des troupes de l'organisation Todt, donc ceux qui ont construit toutes ces forteresses. Donc il n'y a pas d'unité phare, il n'y a pas de troupes SS, il n'y a pas de grandes unités qui auraient pu servir et très combativement
sur le front. Mais justement, vous l'avez mentionné, il faut peut-être dire un mot de cette organisation TOD, c'est-à-dire c'est les maçons, quoi. Enfin, c'est ceux qui ont construit ces forteresses. Voilà, parce que c'est évoqué, mais rapidement dans le livre. C'est-à-dire, qui sont-ils, qu'ont-ils fait, où ont-ils trouvé tout ce béton, et comment... C'est une entreprise de BTP, effectivement, qui a répondu à un appel d'offres, comme elle l'a fait pour construire les autoroutes en Allemagne dans les années 30. Donc là, il y a un appel d'offres pour construire ces forteresses. Donc ils répondent, ils gagnent l'appel d'offres. Donc c'était une organisation TOD dirigée par TOD, un chef d'entreprise. Et donc ils vont effectivement bétonner les côtes avec, en prenant ce qu'il y a sur place, le sable, l'eau de mer ou l'eau tout simplement, et puis on fait du béton. Et puis surtout, on va aussi s'appuyer sur toute la ressource française, des ouvriers français qui sont aussi sur place, qui sont payés pour travailler pour l'Allemagne. Donc ça n'aurait pas pu se faire sans la réquisition de ces entreprises françaises, du BTP, qui ont aussi participé et même des fois saboté certaines constructions du nord de l'Atlantique. Donc c'est une énorme organisation. Comment ils sont sabotés? Est-ce que c'est un plan comme l'Étoile Noire où ils laissent ils mettent un peu moins d'eau, un peu moins de sable, enfin voilà, ils finissent mal. Il faut un mauvais mélange de béton. Un mauvais mélange de béton, et on le voit on le voit notamment en Normandie. Et les dernières casemates construites en 1944, elles sont vraiment mal faites, quoi, franchement. Alors il faut dire que c'est les 80 ans du débarquement, il faut dire que c'est les 80 ans de la fin de la guerre, c'est aussi la deuxième saison d'Andorre qui est diffusée, donc je pense qu'Alexandre, ça vous travaille cette histoire de faille secrète au cœur du dispositif impérial. Vous me tannez depuis des mois et des années maintenant, j'ai toujours pas regardé Andorre, mais meilleure série sur la résistance. Ça me plaît toujours l'idée qu'un maçon quelque part se soit dit je vais mal faire mon boulot et peut-être que ça aidera le débarquement un jour. C'est une façon de résister aussi, parce que ces ouvriers-là, certains ont résisté effectivement, certains se sont fait prendre, donc on travaille effectivement à l'effort de guerre allemand, mais si on peut saboter de temps en temps, on peut le faire. Alors c'est intéressant parce que donc si on reste à l'échelle de la grande stratégie, donc il y a cette grande stratégie allemande autour de gros points qui doivent résister, tenir jusqu'au bout, faire des châteaux forts, etc., qui contraste avec la stratégie alliée, qui très clairement s'en tape un peu de ces forteresses, mais ils ont raison. De fait, l'histoire leur a donné raison, mais de dire on va pas perdre. L'idée c'est quand même de foncer vers le Reich et de passer le Rhin. Mais du coup tout le monde, il n'y a pas vraiment de force majeure qui fait que ces forteresses doivent tomber. Il y a le désir évidemment des Alliés de prendre des points de débarquement, mais ça réussissent à le faire au début, notamment sans avoir de port majeur. Mais après, certes, c'est psychologiquement désagréable d'avoir des poches allemandes derrière soi. Elles sont visiblement pas d'un grand danger, et du coup, tout le monde s'accorde pour dire que les Allemands peuvent rester là tranquillement pendant quelques mois, quoi. Exactement. En fait, vous l'avez dit, c'est pas dans la feuille de route. L'objectif des Alliés, c'est de prendre pied en Normandie, même pas de la libérer, de prendre pied, de consolider cette tête de pont et après de se réorganiser pour foncer directement vers Berlin. Donc effectivement, on va combattre en Normandie, et il se trouve qu'à la fin de la bataille de Normandie, effectivement, l'armée américaine s'engouffre en Bretagne, comme il ne l'avait pas imaginé, et donc très vite, ces forces américaines arrivent aux portes des villes comme Saint-Nazaire, Lorient, Brest. C'était pas vraiment prévu qu'ils aillent libérer la Bretagne. Toujours est-il que début septembre, Eisenhower décide que les ports de l'Atlantique ne l'intéressent pas. Il aurait pu effectivement, donc il s'est battu, les Américains se sont battus à Brest, se sont battus à Saint-Malo parce que c'était très proche du front de Normandie, alors pas Brest mais Saint-Malo. Brest parce que le siège était déjà tellement engagé qu'il fallait aller au bout des choses, donc ils ont mené le siège de Brest, qui a quand même été un siège assez particulièrement dur, qui a duré plus d'un mois, où les GI ont perdu quand même 2000 hommes pour 50 000 GI engagés, donc ça a été une bataille coûteuse en hommes, et donc en fait Eisenhower ne veut pas recommencer et puis il n'a pas les moyens non plus humains pour tenir des sièges et assiéger des villes dont les ports ne le serviront pas de toute façon. À ce moment-là, le port de Cherbourg a déjà été libéré, le port d'Anvers est libéré depuis le début du mois de septembre, donc toute la logistique arrive par Cherbourg puis par Anvers. Donc pourquoi aller libérer Saint-Nazaire, Lorient? Ça n'a pas d'intérêt stratégique. Et au moment où les Allemands s'enferment dans ses poches, Eisenhower abandonne l'idée de les capturer. Donc c'est deux stratégies qui s'affrontent même pas, mais qui se croisent. Et à ce moment-là, effectivement, Eisenhower décide que les poches de l'Atlantique, ces ports artificiels, ces ports bétonnés, on ne va pas s'en occuper. On va laisser quand même une troupe américaine, une division qui va faire gentiment le siège sur Saint-Nazaire et sur l'Orient. Et puis ces troupes FFI qui vont spontanément, parce qu'elles veulent participer au combat, on va les laisser assiéger ces forteresses. Et donc, ils pourront se faire la main dessus, ça leur fera plaisir. Ça sera leur combat de la libération, effectivement. Et nous, on va plutôt se tourner vers l'Allemagne, vers le Reich. Alors, on le comprend, il y a un troisième personnage en filigrane, parce qu'on a parlé d'Hitler et d'Eisenhower, mais il y a aussi le général de Gaulle à la tête
tête du gouvernement provisoire de la République française, d'une France en train de se libérer. Et du coup, autant pour Eisenhower, c'est pas du tout une priorité, pour De Gaulle, ça peut l'être beaucoup plus, parce que justement, on est en manque de légitimité militaire. La participation au débarquement, elle était symbolique, elle s'est faite, en tout cas, totalement hors de son commandement. Il y a eu des Français engagés, mais c'était pas lui qui les avait engagés. Donc là, ça peut être une occasion pour lui de créer quelque chose comme un fait d'armes de l'armée française synthétisant l'armée d'Afrique, les FFI, la France libre, pour prendre certaines de ses poches. De Gaulle a toujours un coup d'avance. Lui, il réfléchit déjà à l'après. Et en fait, l'après, il pense déjà à réarmer, à reconstituer une armée française digne de ce nom, une nouvelle armée française. Donc, il pense déjà à recréer des divisions d'infanterie. Et pour ce faire, il a décidé très rapidement de dissoudre les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, qui ont été créées en février 1944. Et au mois d'août 1944, il y a un décret qui ordonne de dissoudre tous les FFI. Donc tous ces FFI qui sont des forces volontaires, on leur demande d'intégrer une armée nouvelle, une armée régulière. Donc on s'engage dans l'armée pour la durée du combat. Donc il y a 300 000 FFI à qui on donne le choix de s'intégrer dans des nouvelles divisions avec des nouveaux régiments d'infanterie. Oui, il faut dire au passage, c'est aussi une manière de couper court à toute velléité communiste, de former des milices potentiellement pouvant prendre le pouvoir dans un climat de chaos de la libération. C'est on s'engage dans l'armée régulière ou on est désarmé. Exactement. Donc la plupart s'engagent, d'autres refusent d'être dans un cadre militaire très régulier. Effectivement, c'est plus du tout les combats clandestins où c'était vraiment un peu l'aventure. Là, c'est quelque chose de plus sérieux, avec des chefs qui n'ont pas forcément fait de la résistance non plus, donc qui sont aussi des chefs qui viennent d'ailleurs, donc on les connaît pas. Donc voilà, août 1944, on dissout les FFI, et puis De Gaulle il se dit, mais c'est très bien ces poches, mais c'est peut-être aussi le moyen, nous Français, de s'attaquer à ce problème et de délivrer nous-mêmes ces poches de l'Atlantique qui sont tenues essentiellement que par une troupe américaine. Donc il se saisit de ce moment-là pour essayer de penser à cette armée nouvelle et à des premiers combats qui seraient très symboliques pour effectivement que la France retrouve une place sur le plan militaire. Si on entre un peu maintenant dans le détail de ce que sont ces forteresses, c'est-à-dire c'est construit comment une forteresse. Alors vous l'avez dit, vous l'avez déjà évoqué, il y a des sous-marins. Donc les sous-marins sont un peu la matrice de plein de choses, mais globalement, donc ces bases, Dunkerque, mais surtout Lorient, La Rochelle, Saint-Nazaire, Royan, etc. Bon, c'est fait comment ? Alors, quand il y a une forteresse, quand il y a une base sous-marine, la forteresse, la Festung, elle a été construite autour de cette base sous-marine. Et autour de ça, donc on a des zones qui font plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres carrés, qui sont organisées avec des systèmes de défense. Donc c'est une série de grandes batteries d'artillerie qui sont échelonnées sur les côtes, qui sont aussi tournées vers l'intérieur. Après, on a aussi des zones de défense, des fossés anti-chars, des points d'appui avancés. Voilà, donc c'est un espèce de système défensif qui peut aller très loin dans les terres, jusqu'à 20, 30, 40 km dans les terres, mais qui est organisé essentiellement côté mer. Oui, c'est le paradoxe, c'est que c'était prévu contre un débarquement, mais maintenant, on est encerclé du côté terre. Voilà. Donc les batteries, les énormes batteries marines qui servaient à dégommer les bateaux alliés qui venaient en face, finalement, elles perdent un peu de leur utilité. Elles perdent leur utilité. Quand on peut les retourner côté terre, on les modifie. Donc on les modifie, on les démonte, on les remet en place ailleurs. Et surtout, on essaye d'avancer les lignes de défense le plus loin dans les terres, en regagnant du territoire lors de combats, notamment en août 1944. Donc voilà. Donc c'est ça, en fait, une poche de résistance, c'est souvent le cas, organisé autour de la base sous-marine, et puis on va produire un tas de blocos, de systèmes défensifs, de grosses batteries d'artillerie qui vont protéger cette base sous-marine. Mais au demeurant, c'est hyper intéressant, je sais pas, c'est en quelque sorte la dernière point de la polyurcétique contemporaine, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils le pensent je sais pas, est-ce qu'ils essayent quand même de faire un truc vaubanesque avec des batteries d'artillerie modernes ? Est-ce que ça a été complètement repensé ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils réfléchissent à ce truc qui est un peu anachronique, quoi, défendre une place forte à l'ère de l'arme aérienne, ça se fait plus tellement. Ils le pensent dès la construction du mur en 1941. Ils commencent à penser, quand on fortifie l'Orient et qu'on fait la base de sous-marine de l'Orient, effectivement, on commence à regarder. Il faut savoir que dès l'invasion de la France, dès 1940, il y a déjà des équipes de la région Todd qui viennent repérer les lieux où on va construire les grandes bases sous-marines. Donc il y a déjà des équipes qui sont dépêchées, qui vont décider, tiens, là, à la Palisse, à La Rochelle, on va faire cette base ici, dans le port. À Saint-Nazaire, il y a le port de la transatlantique, des chantiers de l'Atlantique. Le chantier de l'Atlantique, on va utiliser les bassins déjà pour les fortifier et les consolider, puis on va faire la forteresse ici. Donc voilà, il y a tout déjà programmé, construit dès 1941. Donc voilà, donc ce qu'on a en 1944 a déjà été construit depuis plusieurs années. Après, ce qu'on va faire en 1944, c'est qu'on va remodifier à la marge. On va pas tellement reconstruire, parce que c'est du béton, parce qu'on n'a plus forcément effectivement les moyens de le faire à partir d'août 1944, mais on va
creuser, inonder des marais, etc., et puis de faire en sorte qu'effectivement de repousser au plus loin les lignes de défense. Voilà. Et on se prépare à une guerre de siège, donc ça veut dire faire des réserves ou aller faire des réserves. Il y a des raids pendant l'hiver 44-45 ou le début 45 pour aller piller des villages alentours, récupérer des animaux d'élevage, pour ravitailler ces hommes. Alors vous dites, il y a peu de carburant en gros, mais niveau bouffe, ça, il n'y a aucun problème. Ils ont du stock, ils peuvent tenir, d'ailleurs on le voit bien à la libération des poches en mai 45, on voit le stock de matériel, de ravitaillement qu'il y a dans certaines bases sous-marines. Effectivement, il ne manque de rien, ils auraient pu tenir le siège encore plusieurs mois. Et effectivement, comme vous le dites, on va faire des raids alimentaires, c'est-à-dire qu'on va envoyer des patrouilles dans les lignes françaises pour aller effectivement piller, razzier des fermes, piller du bétail. Ça va faire bizarre quand même pour un village français libéré à l'été 44 d'avoir un raid allemand en janvier 45. Des nazis voleurs de poules dans l'arrière-cour. Ouais. Ah oui, c'est ça. Je crois je crois que c'est la ville de Maran qui a été pillée donc dans le secteur de La Rochelle, qui a été pillée de plusieurs centaines de têtes de bovins. Enfin voilà, ils ont tout ramené et effectivement, et tout ça ils le gardent chez eux et pour en faire des réserves, alors qu'ils ont de quoi nourrir. Ils ont de quoi se nourrir. Donc, mais c'est valable. Parce que ça, on peut rappeler, c'est quand même la grande nouveauté de la fin du 19e, du début du 20e siècle, c'est le principe de la conserve, qui a quand même changé tout, à la fois au voyage maritime, mais aussi à la possibilité de survivre dans un endroit. Maintenant, on peut stocker de la nourriture vraiment de manière à peu près indéfinie, quoi. Exactement, et puis les zones allemandes, qui sont des grandes forteresses sous-marines, elles conservent très bien la fraîcheur. Voilà, on est dans du béton, voilà, c'est comme dans une cave, en fait, ça se conserve très bien. Voilà, y a pas de... Et puis, ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que certaines poches communiquaient les unes avec les autres, donc étaient ravitaillées d'une poche à l'autre. Et notamment depuis l'Espagne, on avait des sous-marins qui partaient de l'Espagne avec il y avait pas mal de fruits et légumes qui remontaient sur les poches de Bordeaux, de La Rochelle, puis ainsi de suite. Donc voilà, les poches communiquaient entre elles. Donc elles étaient ravitaillées aussi. Quand une poche manquait un peu de ravitaillement, c'était l'autre qui lui fournissait. La livraison de primeurs, de fruits et légumes à domicile en sous-marin. Voilà. Et de pâte à negra, n'oublions pas. Alors, du coup, ces poches, pour qu'elles tiennent, et ça c'est quand même un des paradoxes de la période, c'est que on imagine ces poches très hermétiques, et en même temps, les Allemands, très vite, on dit il faut moins de bouches à nourrir, on va dégager le plus de civils possible. Donc c'est des poches qui se ferment pas totalement ou qui sont pas fermées tout le temps, parce que, en fait, pour que ça tienne, il faut qu'on n'ait pas en même temps 10 000 ou 15 000 civils français qui pourraient faire une insurrection, qu'il faudrait nourrir. Donc, en gros, on va s'en débarrasser. Exactement, et la plupart du temps, ce sont les Allemands qui sont à la manœuvre et qui proposent eux-mêmes d'organiser des trêves pour pouvoir évacuer des populations civiles, parce qu'elles ne veulent pas s'encombrer de ces populations civiles, qu'il faut, effectivement, on les a dans les pattes, il faut les nourrir. Et donc, c'est souvent les autorités allemandes qui proposent aux autorités françaises, et avec l'aide de la Croix-Rouge, d'organiser des trêves durant lesquelles on va régulièrement, septembre 44, février 45, régulièrement on va organiser des convois pour faire partir les populations qui souhaitent partir. Donc effectivement les poches vont se vider et les poches ne sont pas du tout hermétique. C'est vrai qu'il faut aller à l'encontre de cette image-là. Il y a des échanges de prisonniers, il y a des populations civiles qui sortent, il y a du ravitaillement qui rentre de l'autre côté par des convois, il y a du convoi sanitaire également. Donc, voilà, tout ça, ça fonctionne plutôt bien sous l'autorité de la Croix-Rouge. Voilà, c'est très contrôlé. Mais ce qui est assez frappant, parce que pour le coup, c'est pas très nazi et c'est pas très tardo-nazi, c'est-à-dire janvier 45, à l'Est, on a toutes les vagues de suicides, de gens qui, plutôt mourir... mettant du Wagner. Exactement, plutôt mourir que de transiger. Aucune trêve n'est pensable à l'Est, évidemment, mais même à l'Ouest, dans les combats très durs de fin 44 et 45, on n'est pas du tout dans cette ambiance. Donc, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif à ces poches de l'Atlantique, où on a l'impression que la règle du jeu n'est pas tout à fait la même que pour les armées nazies en général, probablement aussi parce que les types en question n'ont pas la crainte d'être limogés par Hitler, qui limoge à la moindre reculade, et il est dans son obsession jusqu'au boutiste. Là, on a l'impression que c'est des gens qui se doutent en gros que ça finira mal pour eux, qui vont tenir mais que ça va quand même mal finir, que s'ils vont trop loin, ils risqueraient quand même de passer devant un tribunal militaire ou autre, et que du coup, il faut tenir le siège, mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans la démesure nazie. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de troupes non plus il n'y a pas de troupes SS, il n'y a pas de troupes, même les chefs des forteresses sont des généraux qui n'ont pas non plus, ils viennent de la Wehrmacht, la marine, c'est pas les pires, quoi. Donc ça se passe plutôt comme ça, effectivement plutôt bien. Et puis effectivement, vous l'avez souligné, ces troupes, elles se savent complètement abandonnées, elles savent très bien qu'elles ne seront jamais renforcées, qu'elles ne seront jamais exfiltrées, elles sont là. Et elles attendent la fin de la guerre, tout simplement. Elles attendent, on leur demande de tenir, voilà. Et pour tenir le moral, effectivement, les généraux envoient leurs troupes aller faire des raids alimentaires, aller faire des petites patrouilles dans le maintien, voilà. C'est ça leur quotidien. Donc il n'y a pas du tout
il y a pas de combat. Alors si, il y a quand même des combats violents qui ont été faits au moment où les poches se ferment. À partir d'août 44, il y a des combats violents, que ce soit dans la poche de Lorient ou de Saint-Nazaire, parce qu'ils vont pousser au maximum la ligne avant de se renfermer. Mais après, voilà, on n'a pas de bataille rangée. Et puis en face, les Allemands n'ont pas non plus les combattants FFI sont difficilement identifiables pendant très longtemps. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Donc c'est des types FFI, on voit pas, ils n'ont pas d'uniforme. Alors ils ont un casque français, ils ont un fusil américain. Certains sont en sabot, on ne connaît pas les chefs. Donc les Allemands ont du mal à identifier aussi contre qui ils doivent combattre. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans une armée, dans un combat entre deux armées qui se connaissent et qui sont surarmées. Il n'y a pas d'armement non plus mirobolant du côté allemand, à part les batteries d'artillerie, comme du côté français. Donc voilà, donc c'est pas un front figé non plus, mais c'est un front qui se surveille et qui se... Est-ce que c'est pas un peu une drôle de guerre, bis 39-40, reporté en 44-45 Sauf qu'à la fin, c'est les Allemands qui perdent. Oui, c'est un peu une drôle de guerre. C'est quand on voit les photos, effectivement, on voit on voit les Français qui construisent leurs tranchées, qui se construisent leurs fortins avec des rondins de bois, qu'attendent. Effectivement, cette fois, c'est les Allemands qui ont les Maginot. Voilà, et voilà. Oui, avec aussi une dimension réelle, même inégociée. Enfin, vous écrivez qu'en octobre 44, il y a une convention à La Rochelle qui est signée entre l'amiral Schirlitz et Hubert Meyer, le capitaine de vaisseau français qui négocie en face. Bon, voilà, ça discute, ça négocie, ça a fait des petits coups de main escarmouches. Mais bon, c'est pas... L'idée générale, c'est De Gaulle qui l'avait aussi exprimé, puis le général de l'Armina également, qui commande les forces françaises de l'Ouest, c'est que tant qu'on peut négocier, tant qu'on peut avoir du compromis, on le fait. On privilégie plutôt cette solution-là, même s'il ne faut pas non plus écarter un assaut militaire. Donc effectivement, l'exemple que vous citez de La Rochelle, mais il n'existait qu'à La Rochelle, c'est cette espèce de relation particulière entre deux officiers de marine, donc Hubert Meyer côté français et l'amiral Schirlitz côté allemand, qui vont très vite se rencontrer à partir de septembre 44 et conclure un accord en octobre, et qui vont tout faire pour que ça se passe bien. Donc c'est toujours la concertation, du compromis, les lignes de défense sont bien séparées, l'aviation alliée ne peut pas bombarder La Rochelle, donc La Rochelle doit être livrée intacte à la fin de la guerre. Et donc cet accord, c'est assez particulier, c'est uniquement à La Rochelle qu'on le voit. Est-ce qu'on sait comment s'est vécue cette période du côté allemand, du côté des soldats allemands ou même des officiers allemands? Est-ce que d'abord les communications avec l'Allemagne sont encore possibles, ou à quel moment ça s'arrête, à quel moment on est complètement isolé sans nouvelles? Et puis c'est quoi l'état d'esprit de ces gens qui savent en gros qu'ils sont abandonnés? Ils savent qu'ils sont abandonnés, donc les commandants ont beaucoup de mal à maintenir le moral des troupes. Donc il y a quand même des journaux de propagande qui rentrent dans les bases jusqu'à la fin de l'année 44. En gros, ils sont informés de l'état des fronts jusqu'en décembre 44, janvier 45, quand la presse continue à rentrer. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'être informé de l'état des fronts quand tu es allemand. Voilà. Donc ils ont quand même, oui, mais c'est quand même de la presse de propagande. Donc on continue à dire, voilà, en décembre 44, on insiste sur le fait que l'armée allemande reprend pied dans les Ardennes. Voilà, la réarticulation stratégique. Voilà, c'est ça, voilà. Donc on parle, on entretient le fait que il faut tenir parce que ça peut valoir le coup. Et donc l'armée allemande, effectivement, c'est une armée qui ne demande qu'à combattre, et c'est pour ça que les différents commandants organisent systématiquement des patrouilles, des combats, des raids. Il y a du cinéma, il y a du théâtre. C'est une garnison qu'il faut effectivement un peu dorloter, parce qu'ils savent je l'ai dit, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas être secourus, et ils ne pourront pas non plus, je pense, arriver à la victoire finale. Donc il n'y a pas des tentatives d'évacuation par la mer, ou à l'inverse, du côté allié, de frapper, de mettre une escadre en face et de frapper? Rien du Activité tout. navale, zéro. Les derniers sous-marins doivent quitter les poches en septembre 44, notamment la dernière base en septembre 44 à Saint-Nazaire, je crois. Et après, effectivement, la marine alliée va se positionner devant les côtes à partir du moment où on va décider de les attaquer, les poches, donc en avril 45. Mais en gros, pendant tout l'hiver 44 jusqu'en avril 45, il n'y a pas d'opération navale pour effectivement attaquer les poches. Parce que vous l'avez dit, mais donc c'est effectivement l'épilogue, c'est qu'on va quand même finir par les taper, ces poches. Mais d'ailleurs, sous la volonté, l'insistance de Gaulle, évidemment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un succès mitigé, quoi. Enfin, ça va finir par tomber, mais que... la question centrale, c'est est-ce que c'était bien nécessaire, et est-ce que, de toute façon, elle serait Est-ce que le coût était à la hauteur des enjeux? Voilà.
Alors effectivement, De Gaulle, dès l'automne 44, De Gaulle de l'Armina propose un plan d'attaque, septembre-octobre, d'attaquer les poches. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, il y a quand même des FFI qui sont l'arme au pied, qui veulent aussi en découdre et qui cherchent aussi une victoire. Et puis De Gaulle a besoin d'une victoire personnelle. Et donc on décide d'attaquer les poches à partir de l'automne 44. Donc on va monter des opérations qui vont être reportées en octobre, en novembre, en décembre, puis après en janvier. Et finalement, cette grande opération va être lancée de manière globale en avril 45. Parce que ça compte un peu sur le soutien notamment aérien des Anglais, des Américains, etc. Et quand il y a la contre-offensive des Ardennes, bon, autant dire que Royan, c'est pas leur priorité, quoi, à ce moment-là. De toute façon, les forces françaises, elles sont sous commandement américain. Hein. Les forces françaises du général de l'Armina, les divisions qui sont créées, les 3 divisions, sont placées sous l'autorité des forces américaines. Donc voilà, donc on n'a pas non plus la main là-dessus. Même si l'Armina et ses colonels et ses généraux commandent leur propre division, l'ordre d'attaque, et l'armement aussi, que ce soit les appareils, les avions ou même la marine, elle est fournie par les Alliés, par les Américains. Et donc, lorsque l'opération doit être lancée en décembre 44, Eisenhower dit non, nous on lance rien en décembre 44, on va s'occuper de l'offensive allemande dans les Ardennes, donc c'est pour ça que c'est reporté en janvier 45. Voilà. Alors, parmi ces poches, celle qui subit sans doute le drame le plus grand, c'est celle de Royan, qui pourtant n'était pas la plus fortifiée, la plus stratégiquement importante, mais c'est là que le choix s'est porté. Et c'est là aussi qu'il y a un bombardement aérien absolument considérable, qui a fait des dégâts énormes. Comment on l'explique ? Alors, le choix de Royan a été fait pour la raison suivante, c'est la plus petite des poches, en termes de superficie, la moins bien défendue, avec entre 5 000 Allemands à Royan, puis au point de Grave, 10 000 au total. Donc c'est par là qu'on va commencer. Et surtout, c'est une poche qui est essentiellement assiégée par des troupes françaises. Il n'y a pas de troupes américaines, donc on fait un peu ce qu'on veut avec nos soldats. Et effectivement, donc, de cette opération qui devait être déclenchée en octobre, après en novembre, après en décembre, à Noël notamment, elle est reportée en janvier. Sauf qu'en janvier, elle est annulée, sauf que tout le volet terrestre est annulé, sauf le volet aérien. Par un jeu de circonstances un peu malencontreux, manque de communication, mauvais timing dans la transmission des messages, incompréhension sur le fait que les populations n'aient pas été évacuées. De l'Armina pensait qu'elles l'avaient été, les Américains également. Donc tout ça fait que le volet aérien est maintenu. Et donc le 5 janvier 45, effectivement, la ville est écrasée par 1700 tonnes de bombes. Et cette ville va être rasée quasiment dans sa totalité le soir du 5 janvier 45. Donc c'est une énorme... Alors t'apprends beaucoup de civils et très peu d'Allemands. Je crois qu'il y a une quarantaine d'Allemands qui meurent alors que la ville est rasée, quoi. Exactement, la ville est rasée. Et alors les Français, c'est quand même les Français au départ qui avaient demandé un bombardement de Royan. Mais tout ça se fait dans une réunion où il n'y a pas de procès verbal, il n'y a pas d'écrit. Tout s'est fait de manière orale. Les Français ont demandé un bombardement de la poche de Royan, c'est-à-dire au nord de la poche et au sud. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est l'hyper-centre-ville qui a été quadrillé par 7 Mosquitos qui vont baliser la zone à bombarder. Et donc les Mosquitos sont des avions légers qui servent à baliser le terrain pour que ensuite les camions à bombes déversent tout. Voilà. Et donc effectivement, le bombardement a bien eu lieu, mais il a eu lieu non pas sur ce que demandaient les Français, le nord et le sud de la poche, mais sur la ville de Royan. Et donc c'est effectivement 450 morts sur une ville qui en comptait 2000. Donc c'est un drame absolu. C'est un échec pour De Gaulle également. Donc là, tout le monde est responsable, à la fois les Français, mais les Américains, mais on va limoger que le général Reuss qui a effectivement été à la manœuvre dans le bombardement de Royan. Donc pour garder aussi cette unité entre Américains et Français, on va faire sauter le fusible, le général Reuss, et on va maintenir Royan, et surtout ça ne va pas empêcher de Gaulle de continuer à avoir Royan comme cible première. Donc il va réattaquer Royan et ça va être le point de départ le 14 avril de cette opération. Et on peut mentionner que ce n'est pas un truc qui fait l'unanimité quand même au sein des forces gaullistes. Vous racontez tout à fait que Leclerc et la 2e DB, ils sont réquisitionnés pour participer à ça alors que ça les emmerde. Leclerc, ça l'emmerde considérablement. D'ailleurs, il refuse de participer aux opérations, il refuse d'être présent en personne. La 2e DB passe un peu, est pris quand même des combats assez durs et dès l'instant où ils peuvent se barrer, ils se barrent à la minute, ils font les bagages, ils se barrent tout de suite parce qu'ils veulent arriver à Berlin aussi vite que possible. Donc voilà, il y a un truc, c'est quand même une idée gaullienne de Gaulle et c'est pas un plébiscite, quoi.
En fait, le corps d'attaque du général de l'Armina, il y a de tout sauf il n'y a pas de blindés. Donc effectivement, lorsque De Gaulle demande des blindés à Eisenhower, Eisenhower lui propose effectivement les blindés français, donc notamment la 2e DB. Et donc vous l'avez dit, la 2e DB à ce moment-là, elle est en repos à Châteauroux, donc elle a été pas mal éreintée sur le front des Vosges, et notamment dans la prise de Strasbourg. Et donc en avril 1945, elle est en train de se reconstituer à Châteauroux. Et là, effectivement, on donne l'ordre à Leclerc on lui demande de prélever 200 blindés, 10 000 hommes pour le mettre sur le front de l'Atlantique. Et effectivement, psychologiquement, c'est-à-dire on a libéré Strasbourg, on est rentré se reposer à Châteauroux. Maintenant, il faut aller se taper surtout on est aux portes du Reich. Effectivement, c'est la curée vers l'Allemagne. Là, tout le monde y va. Et là, Leclerc se voit privé de ça. Et donc, il va tout faire pour faire annuler l'ordre. Il va même saisir le général Juin. Il va mettre peut-être même sa démission dans la balance. Mais effectivement, Juin lui dit non, vous allez à Royan. Donc, il va faire sa mauvaise tête. Il va garder ses meilleures unités quand même. Le régiment de marche du Tchad n'ira pas, mais il va quand même laisser partir 200 blindés. Et surtout, vous l'avez dit, c'est pas lui qui va commander sur place les opérations, même s'il va se déplacer à Royan. Ça va être le général de Langlade qui va commander les opérations de la 2e DB sur place. Et donc, effectivement, une semaine de combat. Et à la minute où les combats sont finis, il n'assiste même pas à la cérémonie de la reddition. Il reprend tous ses blindés qui repartent dans l'autre sens, Châteauroux, et puis après le front net, puisqu'on connaît, jusqu'à Berchtesgaden ensuite. Donc voilà la mauvaise tête de Leclerc. N'a pas empêché malgré tout que cette bataille de Royan a été gagnée grâce quand même aux blindés de Leclerc, grâce à la force blindée française qui a constitué l'attaque principale à Royan. Là, on est mi-avril 1945 et Royan connaît un autre bombardement, une deuxième vague de bombardement. Et vous écrivez que c'est la première fois qu'on utilise militairement, avec cette ampleur en tout cas, apparemment il y avait eu un test à Saint-Malo, mais qu'on utilise le napalm avec cette amplitude-là. Le napalm, évidemment, qui est une arme incendiaire, un liquide incendiaire extraordinairement puissant, très connu de sinistre mémoire, on va dire, pour la guerre du Vietnam, mais qui a une première utilisation, Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là. Oui, vous l'avez vu, vous l'avez dit, c'est pas la première fois, effectivement, ça a été testé à Saint-Malo avant, donc c'est effectivement, on en profite aussi pour tester des armes nouvelles, voilà, donc on va balancer effectivement des litres de napalm pour vérifier l'efficacité de cette. Donc c'est quand même formidable, Royan, nettoyé, laminé par les bombes en janvier 1945, oui. Puis deuxième couche, napalm en avril 1945. Alors voilà, mais entre-temps, on a quand même évacué la population, donc à partir de fin janvier 1945, on arrête les combats dans Royan et on va évacuer quasiment toute la population de Royan, on va l'extraire de la poche, de façon à ce qu'au mois d'avril, on relance l'opération, et cette fois-ci, la population a été évacuée. Donc on peut se permettre, là, de balancer du napalm, et puis on va pas tellement bombarder Royan, là on va plutôt bombarder la Pointe de Grave, et puis le nord de Royan. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, Royan est connu pour ça, donc cette ville rasée le 5 janvier 1945, cette ville, effectivement, on a aussi testé le napalm, et puis cette ville, effectivement, qui est la première poche à avoir été libérée, donc en avril 1945. Alors du coup, est-ce que De Gaulle vient en personne, fait un discours, on imagine qu'il y a, il y a une mise en scène de l'événement à la hauteur des enjeux. Il y a une très grande cérémonie au camp des Maths où là, toutes les troupes sont alignées, troupes françaises et américaines qui ont participé, même aussi les représentants de la marine qui étaient notamment française qui étaient au large. Et donc il y a 10 000 hommes qui sont alignés là devant lui lors d'une revue de troupes, et même le ministre de la guerre qui vient aussi, le ministre de la guerre. Donc voilà, c'est la première grande cérémonie sur le territoire français à laquelle assiste De Gaulle, et pour récompenser à la fois les soldats de l'armée d'Afrique ou la France combattante, deuxième DB, mais également aussi tous ces FFI et tous ces résistants aussi qui ont aidé à cette réussite. Alors on ne va pas entrer dans le détail de toutes les opérations, même si c'est très bien fait. C'est dommage. Bah oui, alors justement, allons-y. C'est-à-dire, non mais il y a des opérations marrantes. Il y a des opérations ambitieuses, il y a des opérations alambiquées, il y a un débarquement amphibie sur l'île d'Oléron, il y a des assauts dans les marais à coups de Zodiac, etc. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est aussi... il n'y a pas d'enjeu, très peu. Si, il faut récupérer les villes, mais bon, c'est pas la guerre qui se joue là. Mais il y a une sorte de variété, de créativité opérationnelle et tactique pour récupérer ces poches. Oui, parce qu'en fait, les poches sont très disparates les unes par rapport aux autres. Effectivement, vous avez visité Oléron. Oléron, c'est une île. Il faut l'attaquer comme un raid de commando. On va débarquer sur une île. Effectivement, on va faire appel à des barges de débarquement, les mêmes qui ont servi au débarquement de Normandie et de Provence. Et dedans, on va mettre des commandos, des fusiliers marins, comme en Normandie. Et on va effectivement prendre Oléron en faisant traverser depuis Marennes ces fameuses barges avec des chars. On va mettre des chars semois sur des pontons. Voilà, donc on va faire débarquer des chars. Donc c'est encore une opération qui est complètement adaptée à Oléron, parce qu'à Oléron, il y a quand même 700, un peu plus de 1000 hommes allemands qui sont sur la
sur l'île et qui combattent. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que ces poches, effectivement, il y a eu des phases où, il y a une phase où on les a libérés alors que les combats n'étaient pas encore terminés jusqu'au 7 mai. Il y a des combats à Royan et à l'île de Léron et puis sur d'autres lieux. Donc à partir du 7 mai, il n'y aura pas de combat. Les poches seront libérées sans combat. Alors malgré tout, entre la mi-avril Royan et le 7 mai, un peu la fin des opérations, il y a eu un événement qui est le suicide d'Hitler, qui a quand même un peu endommagé la volonté jusqu'au boutiste, qui était déjà pas très fringante de ses poches, notamment parce que l'amiral de Nice a fait savoir que les combats, je cite, ont perdu toute signification à l'ouest. Donc effectivement, si on apprend ça et qu'on est militaire allemand à Saint-Nazaire, ça n'incite pas spécialement à aller jusqu'au bout. Voilà, et ça a surtout eu un impact sur les troupes américaines qui, dès l'annonce du suicide d'Hitler, le 30 avril, 1er mai, des premières délégations vont essayer de parlementer avec les troupes allemandes pour leur dire, écoutez, vous voyez, là, ça va un peu mal pour vous, le Reich est en train de s'effondrer, et le chef n'est plus là. Et donc voilà, les premiers mouvements de groupes qui vont parlementer se forment du côté américain, à partir de là. Mais du côté allemand, effectivement, je pense qu'ils prennent un sacré coup sur le moral, quand même, malgré tout, mais c'est pas pour autant que ils vont baisser le pied, lever le pied, je veux dire, et donc ils vont continuer à combattre, même si c'est De Nitz qui prend la relève d'Hitler, voilà, donc ça ne change rien. Et puis surtout, voilà, cette nouvelle, effectivement, les soldats allemands qui sont dans les bases, on leur en parle pas trop, quoi. Je suis pas sûr que certains des soldats étaient au courant de la disparition de leur chef, malgré tout. Est-ce qu'il y a eu des protocoles prévus de destruction totale des infrastructures de destruction des villes? Parce qu'on sait que pour Paris, c'était évidemment le cas. Ça n'a finalement pas été fait suite à plein de péripéties. Mais on pense à La Rochelle en particulier, avec son patrimoine architectural absolument exceptionnel. C'était un enjeu malgré tout. Voilà. Est-ce que ça a été redouté de part et d'autre? Est-ce que ça a été prévu? Non, il n'y avait pas, à ma connaissance, il n'y avait pas de plan de destruction, peut-être des infrastructures. Je crois, je ne sais plus dans quelle ville, ils font quand même, pendant les 2 jours où ils doivent rendre les armes, il y a quand même des archives qui sont détruites, mais il n'y a pas vraiment de matériel ou d'infrastructures portuaires qui sont détruites. Donc ça n'a pas été effectivement pensé comme Paris, parce que Paris, La Rochelle n'est pas Paris, la force du symbole est moins importante, mais donc ça n'a pas été prévu, effectivement. Et La Rochelle, effectivement, je pense que l'accord aussi a été fait parce qu'il faut absolument préserver aussi ce patrimoine de La Rochelle. Et les mauvaises langues disent que si Royan est détruite, c'est que le patrimoine royanais valait le coup d'être détruit. Voilà. Il y a des gens qui disaient ça à l'époque? Oui, bien sûr. Et justement, qu'est-ce qui a été récupéré? Enfin, vous indiquez, c'est des énormes infrastructures de béton, donc évidemment, ça intéresse tout le monde, enfin les nouvelles autorités militaires françaises. Voilà, qu'est-ce qui est récupéré, qu'est-ce qui l'est pas pour les armées? Quasiment toutes les bases, elles sont récupérées en ordre de fonctionnement, en état de marche. La plus importante étant celle de Royan, où là, quand l'armée française prend la position de la base de Lorient, là, il y a une vingtaine de bâtiments qui sont encore présents, donc on va récupérer. Et puis, la base, elle fonctionne. Elle est en état de fonctionnement, donc on peut continuer à faire venir des sous-marins, à les caréner, etc., etc. Et donc, d'ailleurs, la marine française va se servir de cette base de Lorient pour en faire le point de départ de sa construction, de sa puissance sous-marine. On a l'impression de reddition qui se passe entre guillemets bien, c'est-à-dire que on n'a pas des FFI, c'est des gens pourtant les FFI qui ont été marqués pour certains d'entre eux vraiment dans leur chair par les combats, par la résistance, la clandestinité, les exécutions sommaires, les exactions allemandes, et pourtant on a l'impression que les choses se font de manière très ordonnée, on parlemente, on négocie, et puis ensuite une capitulation de ces différentes poches les unes après les autres, avec un protocole, parfois même vous dites les honneurs de la guerre pour tel ou tel personnage. On a l'impression d'un truc un peu contradictoire entre l'ambiance d'une France très vindicative, à juste titre évidemment, contre les nazis, et puis de reddition assez ordonnée. Alors ça, du côté FFI, il ne faut pas oublier qu'ils sont sur des territoires qui sont libérés, donc ils vont assiéger des villes tenues par les Allemands, donc eux, la libération, ils la connaissent, il n'y a pas d'enjeu, ils vivent en territoire libéré, ils attaquent une poche qui est encore allemande, il n'y a pas d'autre enjeu que ça, la libération, ils la connaissent, eux-mêmes ont beaucoup souffert. Et on découvre des atrocités quand même à certains endroits. Voilà, donc on va découvrir ça après coup, effectivement, de résistants qui ont été fusillés et enterrés ou ensevelis à Port-Louis ou au fort de Penthièvre, du côté de Lorient, mais effectivement, il n'y a pas cette espèce d'assaut FFI qui vont être un peu spectateurs de ce qui se déroule à partir du 7 mai. Effectivement, ça va être une série une dynamique qui va faire que comment maintenant
rentrer dans la poche, comment sécuriser ces poches de l'Atlantique qui ont été minées pendant des années. Donc toutes les négociations entre le 7 mai en gros et jusqu'au 11 mai, ça va être ça. Les Allemands, en plus, ils ont du mal à se rendre parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été vaincus militairement sur le terrain. Ils n'ont pas combattu et donc ils s'estiment aussi... Ah oui, quand même. Ah oui. C'est pour ça qu'ils tardent aussi le déni de défaite, ça va loin quand même. Ça va loin, voilà. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ils ont, ok, on se rend, mais on n'a pas perdu. Donc c'est pour ça qu'ils tardent aussi. Ils font un peu, ils traînent les pieds pour que. Disons que c'est un match nul, non, Je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Non, voilà. Donc ils traînent un peu des pieds, quoi. Même s'ils savent que le 7 mai ça a été signé à Reims, ils gagnent du terrain. Voilà. Ouais, parce que ça va jusqu'au 10-11 mai quand même. Ah ouais, c'est ça, jusqu'au 10-11 mai. Alors ce qui est très long, parce que en fait, ce qui est très long, c'est toutes les négociations qui vont être centrées sur comment on prend possession de la poche, comment les Allemands vont déminer, comment on va accéder, par quels accès, parce que tout est sous contrôle encore. Hein, voilà, donc c'est entièrement sécurisé. Et donc il ne s'agit pas de rentrer là-dedans dans ces poches. Ça, c'est prodigieux. Il faut quand même que les Allemands démontent leur truc eux-mêmes, quoi. Exactement. C'est-à-dire, ça ne va pas être à nous de déminer, de taper, de remplir les fossés anti-chars. D'abord, vous nettoyez et ensuite on arrive, quoi. Ils nettoient, ils rassemblent tout leur armement, donc on leur laisse souvent 48 heures dans toutes ces poches. Souvent, ça prend du temps et donc c'est pour ça que les dernières cérémonies officielles de reddition, c'est le 10 et le 11 mai. Voilà. Alors, il y a eu quand même des lieux marqués par la violence nazie. Je pense à Dunkerque où il y a eu un camp d'internement. Le fort de Pintière, vous en avez parlé, avec une sorte de charnier, de fosse commune pour des résistants. Donc, c'est des lieux, on a eu l'impression parfois de décrire un peu la 7e compagnie dans une pseudo-drôle de guerre où pas grand-chose se passe. Ça a quand même été des lieux marqués par la violence. Et ça, on le découvre au moment où les poches sont libérées. C'est quoi un peu la réaction des photographes qui investissent les lieux, des témoins qui investissent les lieux? Alors, on découvre aussi des formes de violence. Ce sont des lieux effectivement marqués par la violence. Alors s'agissant de Penthièvre et de Port-Louis, c'est la violence qui a été exercée en juillet 1944. Donc c'est essentiellement des résistants qui ont été fusillés au moment ou quand les Alliés combattent en Normandie. Donc en juillet 1944, effectivement, on va fusiller 69 résistants FFI qu'on va ensevelir. Voilà, donc ça c'est l'été 1944 où effectivement ça a été au maximum la violence. S'agissant de Dunkerque, les Allemands décident en février 1945 de consigner dans des camps d'internement. C'est souvent 3 pâtés de maison qu'on va entourer de barbelés, qu'on va faire garder par une sentinelle allemande pour mieux les contrôler. Donc une population qui a décidé de ne pas évacuer. Donc il y a à peu près 750 personnes dans 4 camps différents autour de Dunkerque et d'Ankerque qui vont être contrôlées par l'armée allemande, qui vont être organisées et qui vont travailler aussi pour les Allemands. Voilà, c'est une manière pour les Allemands de mieux contrôler cette population, de la sécuriser également. Mais là, il n'y a pas eu vraiment de violence. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, y a pas, mais effectivement, la violence que l'on découvre, c'est celle qui a été exercée, non pas pendant le siège des poches, mais pendant l'été 1944, où effectivement, on était en plein combat, encore, où les FFI montaient à l'assaut à l'annonce du débarquement. Peut-être, dernière question, c'était quoi la meilleure de toutes ces poches, de toutes ces forteresses, selon vous? C'est-à-dire la plus... Parce que là, on voit des points communs, etc. Mais c'est difficile de pondérer, surtout si on n'y a pas été, si on ne les a pas vus. C'était laquelle la forteresse qui était le plus équipée et le plus puissamment défendue? Bah, là, c'est l'Orient pour le coup. C'est l'Orient, hein. C'est la base de l'Orient. C'est la principale base sous-marine qui a été voulue et pensée par l'amiral de Nice pour être le point de départ de toute sa guerre sur l'Atlantique. Donc, dès 1941, elle est constituée comme ça par 3 énormes blocos, donc Quai-Roman 1, Quai-Roman 2, Quai-Roman 3. Il y a le Donbass, il y a deux effectivement Donbass Dome qui peuvent abriter des sous-marins pour les carénés. Il y a l'entrée du Scorf, c'est aussi des alvéoles. Donc, c'est un énorme complexe, la base de Quai-Roman, qui existe toujours, hein, donc sur 30 hectares, qui est défendu par 2 puissantes batteries d'artillerie, donc au Bégot et puis sur l'île de Groix. Donc c'est vraiment la forteresse la plus imposante. Après, on peut dire qu'elle s'est pris quand même pas mal de bombes sur la gueule avant le débarquement et qu'elle a tenu. Mais elles ont toutes tenu. En termes de béton, c'est bien épais, quoi. Elles ont toutes tenu. Si vous allez à La Rochelle, à la Palisse, elle est intacte. Si vous allez à Saint-Nazaire, là-bas, c'est intact. Elles étaient conçues avec des espèces de plafonds de 8 mètres d'épaisseur, avec des dalles anti-bombardement. Enfin, techniquement, c'est bien pensé pour qu'elle résiste à tous les tonnages d'obus qui peut être déversé. Donc la base de Saint-Nazaire est intéressante, enfin la poche de Saint-Nazaire, parce qu'elle a été c'est la plus large. Elle fait je sais plus combien de milliers de kilomètres carrés. Elle va de l'Aria jusqu'à Etel, jusqu'à Quiberon, effectivement. Et là, il y a vraiment des combats. Les Allemands ont récupéré des terres, les Américains ont reconquis des terres. La presqu'île de Quiberon, elle est complètement isolée à partir de décembre 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Donc les Allemands sont tout seuls dans Quiberon, dans la presqu'île. Voilà. C'est une poche qui a vraiment eu beaucoup de combats. Et puis surtout, il y a eu 120 000 civils qui ont été enfermés. Donc c'est la poche la plus importante. Même historiquement, voilà, il y a plein de choses à dire. Mais... Je peux dire aussi, vous voyez pas à quoi ressemble la base de sous-marins de l'Orient. Enfin, faut aimer le style brutaliste, mais visuellement, c'est quand même quelque chose d'assez épatant, surtout depuis la mer, quoi.
Sur cette note. Donc voilà pour vos idées de vacances printemps-été 2025, Voilà, les poches de l'Atlantique, où il y a évidemment énormément de traces encore de cette Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Stéphane Simonet. Merci de votre invitation. Donc on va rappeler juste les références de l'ouvrage. Donc Forteresse allemande dans la France libérée, une histoire illustrée, une coédition à la réédition, ministère des Armées, ECPAD. C'était donc Le Fil de l'épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. Et comme d'habitude, remarques, commentaires, etc. sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de nous du Rubicon et sur les outils de Spotify, Apple Podcast ou YouTube désormais où les podcasts sont en vidéo. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.